Au cœur de la Première Guerre mondiale, alors que l'Europe tout entière s'enfonce dans la boue des tranchées et la terreur des combats modernes, un nom s'impose comme le symbole de l'horreur et de la résistance. Verdun. Cette bataille, qui s'étendit du 21 février au 18 décembre 1116, incarne plus que tout autre l'absurdité du conflit, la souffrance des soldats et la détermination sans faille d'un peuple à ne pas céder. Verdun, petite ville de la Meuse, n'était pas seulement un point stratégique sur la carte de France. Elle était un verrou, une forteresse imprenable selon la doctrine militaire française, entourée de forts et d'ouvrages défensifs. Pour les Allemands, Verdun représentait une cible idéale. En lançant une offensive massive sur ce secteur, ils espéraient saigner à blanc l'armée française, l'obliger à engager toutes ses forces et, par là même, briser son moral. Le matin du 21 février 1916, le ciel s'embrase. Plus de 1000 canons allemands déversent un déluge de feu sur les lignes françaises. C'est le début d'un bombardement d'une intensité inédite, destiné à écraser toute résistance. Les hommes, terrés dans leurs abris, subissent l'enfer. Les arbres sont arrachés, la terre éventrée, les tranchées nivelées. Quand l'infanterie allemande s'élance, elle avance sur un terrain méconnaissable, jonché de cadavres et de débris. Les premières positions françaises cèdent. Le fort de Douaumont, pièce maîtresse du dispositif défensif, tombe dès le 25 février, quasiment sans combat. La stupeur est immense dans le commandement français. Mais Verdun ne doit pas tomber. Le général Philippe Pétain est nommé à la tête de la défense. Il comprend vite que la clé de la survie réside dans la rotation rapide des troupes et le ravitaillement constant. C'est la fameuse voie sacrée, une route reliant Bar-le-Duc à Verdun, qui devient l'artère vitale de la résistance. Jour et nuit, camions, ambulances, chevaux et hommes y circulent sans relâche, amenant renforts, vivres et munitions, évacuant les blessés. Le combat devient une guerre d'usure. Les Allemands concentrent leur artillerie, cherchent à avancer mètre par mètre, mais les Français tiennent bon. Les noms des lieux prennent une résonance tragique. La côte 304, le mont Haut-Homme, le bois des Corps. Chaque colline, chaque ravin, chaque fortin devient le théâtre de luttes acharnées. Les soldats, surnommés les Wom poilus, endurent la butin. La boue, la faim, la peur, le vacarme incessant des obus. Ils se battent pour ne pas reculer, pour ne pas trahir la mémoire de leurs camarades tombés. Le temps passe, les pertes s'accumulent. Les deux camps s'épuisent dans une lutte sans merci. Les conditions de vie sont effroyables. La pluie transforme les tranchées en cloaques, la vermine pullule. Les blessés agonisent parfois, des jours entiers, dans le no man's land. Les assauts se succèdent, ponctués de contre-attaques, de bombardements, de corps à corps terrifiants. Les hommes sombrent dans une sorte de folie, hantés par la mort omniprésente. Au fil des mois, Verdun devient un mythe. Pour les Français, c'est le symbole de la résistance, du sacrifice suprême. Pour les Allemands, c'est un piège sanglant, un gouffre qui engloutit leur division. Le général Pétain, puis ses successeurs, Nivelle et Mangin, organisent la riposte. Les Français reprennent peu à peu l'initiative, regagnent du terrain, reconquièrent les forces perdues, dont Douaumont et Vaux, au prix de combats titanesques. Lorsque, en décembre 1916, les canons se taisent enfin, Verdun n'est plus qu'un champ de ruines. Près de 300 000 morts, plus de 400 000 blessés, des villages rayés de la carte, des paysages lunaires où la vie semble impossible. Mais Verdun n'a pas cédé. La France a tenu, au prix du sang et des larmes, la bataille de Famille-Michel. De Verdun n'a pas changé le cours de la guerre de façon décisive. Elle n'a pas permis aux Allemands de briser l'armée française, ni aux Français de repousser l'ennemi hors de leurs frontières. Mais elle a marqué les esprits à jamais. Elle a montré la capacité de résistance d'une nation, la solidarité des hommes dans l'épreuve, la force de la volonté humaine face à l'horreur absolue. Après la guerre, Verdun devient un lieu de mémoire. Les ossuaires, les cimetières,
les monuments rappellent Saint-Philipin, le sacrifice de toute une génération. Chaque année, des milliers de visiteurs viennent à se recueillir, marcher sur les traces des combattants, ressentir la lourdeur du passé. Verdun, c'est la mémoire de la Grande Guerre, la preuve que la paix était précieuse et fragile. La bataille de Verdun a aussi laissé une empreinte profonde dans la culture et la littérature. Les témoignages des survivants, les lettres, les journaux, les romans ont transmis aux générations suivantes l'indicible souffrance des hommes de 1916. On y lit la peur, la camaraderie, la lassitude, mais aussi l'espoir, la foi en la victoire, la certitude que le sacrifice n'a pas été vain. Aujourd'hui encore, Verdun résonne comme un avertissement. Elle nous rappelle ce que l'humanité peut endurer, mais aussi ce qu'elle doit éviter à tout prix. Elle invite au respect, à la réflexion, à la vigilance, car derrière les chiffres, les dates, les faits, il y a des vies brisées, des familles endeuillées, des rêves anéantis. Verdun, c'est l'histoire d'un peuple qui a refusé de plier, d'une armée qui a tenu coûte que coûte, d'une ville qui a survécu à l'apocalypse. C'est le cri silencieux de millions de voix, perdues dans la brume des souvenirs, mais qui continuent de nous parler, pour que jamais nous n'oublions. Ainsi, Verdun n'est pas seulement une bataille. C'est un symbole, une leçon, un héritage. C'est la France debout, meurtrie mais invaincue. C'est l'Europe qui a payé le prix fort pour apprendre la valeur de la paix. C'est, enfin, un appel à la fraternité, à la compréhension, à la construction d'un monde où plus jamais de telles tragédies ne se reproduiront.